À la tête de Média Performance, Rémi Gérin défend une vision singulière du capitalisme, exigeante, humaine, responsable. Il milite alors pour une économie au service de la société où la performance se mesure aussi en impact social et environnemental. Tu es bien sur la chaîne du Courant pour une écologie humaine et tu t'apprêtes à écouter un podcast qui souhaite régénérer ton espérance en donnant la parole à des acteurs qui bâtissent, dans leur cœur d'activité, un monde aimable. En espérant alors que toi aussi, tu voudras agir après avoir écouté ça. Bonjour Rémi Gérin. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Je suis professeur de marketing affilié à l'ESSEC. J'enseigne dans cette école depuis bientôt 40 ans. Et à côté de cela, je suis entrepreneur dans le secteur du retail média. Et donc, j'ai créé une entreprise il y a 40 ans, dont je suis toujours le principal actionnaire. Mais du coup, c'est quoi le retail média ? Le retail média, c'est un écosystème de médias proposés aux fournisseurs de la grande distribution. Et donc, ce sont des médias qui ont été construits sur les assets des enseignes, leur lieu de vente physique, leur lieu de vente online, leur data. Ce sont des médias de la même façon qu'une marque peut acheter de la publicité à la télé, du display chez Meta, des insertions presse en PQR. Elles peuvent, ces marques, acheter des médias à proximité de l'acte d'achat et en ciblant beaucoup mieux les consommateurs de leurs produits ou de leur catégorie. Cet écosystème de médias proposé aux marques, proposé aux fournisseurs, permet de faire de la publicité de façon plus ciblée et souvent plus efficace que les médias classiques que sont la télévision, la radio. Vous dites que le secteur de la grande distribution est un secteur en grande mutation, mais surtout un secteur ayant un énorme impact sur nos vies. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? La grande distribution a un footprint très impressionnant sur le monde. D'abord parce que c'est un secteur assez concentré dans tous les pays. Je veux dire, en France, 6 enseignes concentrent 90% des achats de produits de grande consommation. En Californie, 6 enseignes concentrent 80% du volume de ces marchés. Donc vous avez un petit nombre d'acteurs en concurrence assez franche les uns avec les autres, mais qui irrigue l'ensemble des foyers sur tous les biens de consommation, les biens alimentaires, les produits d'hygiène, les produits d'entretien, les boissons, etc. Si on revient à l'impact, vous savez que lorsqu'on regarde l'ensemble des émissions que nous produisons, les 3 grands facteurs d'émissions, chacun pesant 25 à 30% de nos émissions personnelles, c'est le transport, le logement et l'alimentation. Et donc l'alimentation, je le redis, ça passe par 5, 6 acteurs qui maîtrisent l'ensemble des chaînes de distribution de ces produits alimentaires. Donc ils ont une responsabilité lorsqu'ils mettent sur le marché des produits meilleurs pour la planète, décarbonés, plus ils poussent ces offres durables, entre guillemets, plus la consommation mute rapidement vers une consommation décarbonée. On peut prendre aussi l'exemple d'une consommation meilleure pour la santé. Si moi, distributeur, je choisis plutôt de référencer, de mettre en avant des produits au sein d'une catégorie de Nutri-Score A ou B plutôt que de Nutri-Score D ou E, bah, quelque part, j'expose les consommateurs et je les invite plus massivement à acheter des produits meilleurs pour leur santé. Idem pour le plastique. Quelque part, j'ai la possibilité d'emmener les consommateurs vers une consommation moins émissive. Et donc plus concrètement, quelle est la responsabilité de ce secteur ? Où est-ce qu'il doit s'améliorer ? Les acteurs conviennent que la distribution a une responsabilité majeure sur 4 chapitres. Décarbonation, plastique, santé des consommateurs et biodiversité. Sur les 4 chapitres que j'évoque, il y a 2 chapitres sur lesquels les clients sont regardants et vont de plus en plus faire des choix en fonction des stratégies des enseignes. C'est le sujet de la santé et le sujet du plastique. L'impact de l'alimentation sur la santé, il a été rendu très accessible aux consommateurs, notamment à travers le Nutri-Score et Yuka. Il y a un moment, le Nutri-Score, c'est fantastique. Je veux dire, avec un code couleur, vous comprenez si votre truc c'est plutôt bon ou plutôt dégueulasse. Alors, enfin, plutôt dégueulasse, je suis un peu lapidaire, mais encore une fois, au sein d'une catégorie, vous avez des produits qui sont Nutri-Scorés plus ou moins A et plus ou moins E. Et ça, le consommateur l'a compris. Yuka, je scanne, paf, j'ai la note. Je comprends, est-ce qu'il y a des additifs, voilà. En plus, ça me touche directement. Moi, consommateur, c'est ma santé. La décarbonation, c'est un peu plus compliqué, donc ça va mettre un peu plus de temps. La filière travaille sur ce sujet, travaille à développer une mesure au produit, hein, et puis qui pourra être portée sur les packs demain comme est porté sur les packs le Nutri-Score, mais voilà, ça va prendre un peu de temps.
Et puis plastique, les gens ont compris, je veux dire, les plastiques, tous les gens, ils en voient dans les rivières, dans les champs, dans la mer, ils comprennent la nocivité de la chose. Donc, le plastique, les gens regardent. Donc, les enseignes et les fournisseurs ont intérêt à cavaler sur le sujet. Mais sur le plastique, c'est compliqué. Parce que le plastique, c'est pas cher et ça a des vertus fantastiques. Donc, à un moment, sortir de la seringue du plastique, ouais, c'est compliqué. Mais donc comment faire pour sortir du plastique? On dit le plastique, c'est remove, reduce, reuse, recycle. Donc, commencer à l'enlever. Bon, et puis après, le réduire, le réutiliser, le recycler. Commencer à l'enlever. Le plus bel exemple, c'est le shampoing solide. C'est-à-dire, un flacon de shampoing que vous utilisez le matin, c'est une bouteille en plastique remplie à 90% de flotte. C'est-à-dire que vous avez des camions qui traversent la France entière tous les jours remplis de plastique et de flotte. Ok, pour un principe actif qui ne représente que 10% de ce que le camion trimballe. Vous dites quand même, c'est une hérésie environnementale. Surtout qu'on a une alternative. C'est le shampoing solide. C'est plus petit, c'est concentré, et le pack, c'est du carton. Voilà. Et puis, c'est pas plus coûteux à produire. Alors, ça a peut-être moins de vertus cosméto, voilà. Mais donc ça prendra pas son point de part de marché. Enfin aujourd'hui c'est 2 points de part de marché, vous voyez. Donc il y a comment j'enlève le plastique et je passe à autre chose. Il y a les sujets de consigne bien sûr, hein, mais la consigne c'est compliqué parce qu'à un moment, oui, je passe sur une bouteille en verre ou un contenant en verre, mais il faut ensuite que je le ramène, soit c'est le consommateur qui le fait, soit c'est une filière, il faut que je le nettoie, il faut que je le remette dans le circuit, etc. Donc voilà, il y a plein d'expérimentations, hein, donc on finira par trouver des choses. J'ai emmené mes étudiants en Roumanie il y a quelques mois. J'ai vu un système fantastique de consigne plastique. C'est-à-dire que chaque bouteille de plus de 0,1 litre, de plus de 100 millilitres, elle est consignée à hauteur de 10 centimes, équivalent 10 centimes, hein, c'est en monnaie locale. Donc votre bouteille de coca, votre bouteille de cristalline, vous la payez 10 centimes de plus. Et quand vous la ramenez en magasin, on vous redonne les 10 centimes. Donc c'est un principe de consigne, hein, c'est pas une taxe, c'est une consigne. Et en 18 mois, 100% des bouteilles de plastique en Roumanie sont recyclées. Il n'y a plus une bouteille qui traîne dans les rues, dans les champs, dans les rivières, etc. Ouais, c'est quand même fantastique. Voilà. Et en France, pour un certain nombre de raisons, c'est un autre sujet, ça n'avance pas. Voilà. Donc, en tout cas, mais je vous dis, voilà, c'est remove, reduce. Alors, reduce, c'est comment mon produit ou ma bouteille qui était composée de 15 grammes de plastique, ben, je peux faire la même chose avec 10 grammes. Voilà, donc je réduis l'usage plastique. Comment mon packaging, je peux le contraindre, je peux le réduire et donc faire appel à moins de plastique. Donc c'est reduce. Et puis après, il y a reuse, c'est réutilisation et puis recyclage. Voilà. Mais en amont, c'est reduce et remove. Enfin, remove et reduce. Enfin, je vous le dis en anglais parce que c'est les Anglais qui ont développé ce concept des 4 R. Donc voilà, mais, enfin, vous avez compris. On va maintenant revenir sur votre mission au sein de Média Performance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre rôle? Au sein de Média Performance, je suis l'actionnaire et le président, hein. Donc, quelque part, j'ai la responsabilité d'incarner la vision, la mission et les valeurs de l'entreprise à travers le choix des stratégies et le choix des hommes et des femmes qui la dirigent, hein. Donc, on est dans ce secteur du retail media et on essaye d'incarner un capitalisme un peu alternatif et possiblement plus pérenne que les formats très débridés d'un capitalisme qui parfois se laisse aller. Ça passe par le fait de considérer que l'école de Chicago va mourir, cette école qui considérait que la finalité de l'entreprise, c'est l'enrichissement de l'actionnaire, hein. Donc, je pense qu'au milieu du siècle, il aurait été définitivement acté que l'école de Chicago sera morte. Mais aujourd'hui, elle n'est pas morte. Il faut regarder le mouvement trumpiste. Il renforce les principes d'une école de Chicago qui, quelque part, met au cœur du capitalisme l'actionnaire et son enrichissement à travers l'entreprise, ou whatever les moyens et les stratégies de l'entreprise. Voilà. Donc, voilà. Et il se trouve qu'aujourd'hui, conjoncturellement, c'est le mouvement dominant dont on sent les effets. Moi, mon intuition, c'est que ça va disparaître assez rapidement, sans pour autant faire disparaître le modèle du capitalisme, hein, qui a des vertus au plan de l'innovation, du développement, de l'emploi. L'entreprise apporte beaucoup de choses. Mais l'entreprise doit être au service d'une communauté beaucoup plus large et pas que de ses actionnaire. Donc, doit être au service de son écosystème, de ses collaborateurs, doit faire attention à ses émissions, doit prendre en considération dans sa mission et dans son métier des choses beaucoup plus larges que le seul développement du profit. Et donc concrètement, à quoi ressemble ce capitalisme au sein de Média Performance? Chez Media Performance,
On essaie d'incarner à notre petit niveau, hein, parce qu'on est une entreprise de 150 collaborateurs, donc c'est tout petit dans l'écosystème, mais on essaie d'incarner un capitalisme alternatif qui est respectueux de ses collaborateurs, qui prend en considération les enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les collaborateurs, on essaye de les respecter, on essaye, au-delà de ce que la norme et la régulation demandent, de partager, hein, de partager le profit, de partager l'avoir, de partager le savoir, etc. Sur nos émissions, on est en réduction très forte de nos propres émissions, et puis ce qui reste, on pense, hein. En 5-7 ans, on a réduit de plus de 55% nos propres émissions. Et puis après, à travers notre raison d'être et notre vision, deux chapitres importants: contribuer à une consommation plus responsable et accessible à tous. Et donc, on a deux grands programmes: contribuer à une consommation plus responsable à travers nos médias qui touchent des millions de foyers tous les jours. On essaye de faire de la publicité pour des marques et des références plus durable, c'est-à-dire moins émissive, meilleure pour la santé des clients, recourant moins au plastique ou préservant ou restaurant la biodiversité. Je reviens sur les 4 chapitres clés. Donc voilà, ça c'est le premier pilier de l'action Mediaperf, c'est nous avons des médias qui ont un footprint assez important auprès des foyers, et on met ces médias en partie au service de la transformation pour un monde plus durable. Et deuxième programme, c'est un programme qui s'appelle 1% for Care. On reverse chaque année 1% de notre chiffre d'affaires, c'est-à-dire cette année plus de 750 000 euros, à des associations qui œuvrent pour la précarité alimentaire. Donc là, c'est le côté accessible à tous, parce que ce sujet de la précarité alimentaire ou de la mauvaise alimentation des populations défavorisées, hein, qui va de pair, c'est terrible, c'est croissant, c'est une atteinte à la dignité humaine fondamentale. C'est notre contribution, et on se dit que peut-être ça donnera des idées à des gens beaucoup plus puissants, beaucoup plus gros que nous, qui également s'engageront sur cette voie d'une forme de générosité nécessaire. Et donc justement, d'où vous est venue l'idée de partager 1% de votre chiffre d'affaires avec les plus pauvres? Parce que c'est malgré tout pas évident comme idée dans ce monde capitaliste. Nous, ça fait longtemps qu'on est notamment engagé, Mediapart, auprès des banques alimentaires. Ça fait, à mon avis, 15 ou 20 ans qu'on les soutient, qu'on participe à la collecte annuelle des banques alimentaires, qu'on leur offre du média, que les collaborateurs se mobilisent et qu'on leur donne un peu d'argent. Après, on a pris conscience à un moment, il y a pas très très longtemps, hein, peut-être 3 ans, je pense, qu'on avait une responsabilité également à l'égard de l'écosystème. Donc, c'est comme ça qu'est né ce programme. Voilà, et il a suscité différentes réactions, parce que c'est un coût, hein. Pour l'entreprise, c'est un coût. Donc, ouais, j'ai des actionnaires minoritaires qui m'ont dit: écoute, Rémi, 1% pour les pauvres, c'est bien, mais enfin, si on faisait 0,5% et que le reste, on le filait à l'actionnaire, ce serait pas mal aussi. Bah, voilà. Donc, ça crée des tensions, ça pose des bonnes questions. Et ce que j'ai expliqué, c'est que je pense que une telle démarche, associée aux autres, hein, ce que j'ai évoqué sur les autres programmes pour une consommation plus responsable, c'est le meilleur levier de construction de la pérennité de l'entreprise. Le capitalisme familial, il a cette chance, quand il cherche à s'inscrire dans la durée, c'est de se dire: bah, OK, il faut que je fasse de la croissance, mais pas à n'importe quel prix, parce que on a envie que l'entreprise continue à exercer sa mission dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Et donc, dès lors qu'on a cette préoccupation de pérennité, on pilote différemment les organisations. Ce sujet du coût de l'engagement, aujourd'hui, je pense qu'il a une forme de rentabilité vis-à-vis des collaborateurs. Il est aujourd'hui pas très efficace vis-à-vis des clients. Alors les clients disent: oui, alors, il y a quelques, enfin, des gens comme Danone. Danone, c'est une bicorp, hein, comme nous. Donc eux, ils sont assez regardants sur qui sont leurs partenaires, et donc ils préfèrent quand même, à qualité de prestation plus ou moins égale, prendre des partenaires assez engagés comme Mediaperf. Mais ils sont pas très nombreux. Je pense que dans 5 ans ou dans 10 ans, ils seront beaucoup plus nombreux, mais aujourd'hui, ils ne sont pas très nombreux. En revanche, les collaborateurs, parce qu'on a beaucoup de jeunes, hein, comme dans toutes ces boîtes de marketing, services, en revanche, les collaborateurs, ils sont regardants. C'est pas tous les jeunes, hein, mais les jeunes et les jeunes diplômés, dont on se dit que c'est eux qui vont piloter ces boîtes demain et après-demain, ils ont un regard différent sur l'entreprise et sur l'engagement. Donc, ce coût de l'engagement, coût COUT, ce coût de l'engagement, il a une rentabilité sur l'attractivité des talents, la rétention des talents. Et ce qui fait la sève et la valeur des entreprises au quotidien, ce sont les talents. Donc voilà, moi j'ai emmené l'entreprise là-dedans parce que je crois qu'il n'y a pas d'autre choix que d'évoluer vers un capitalisme alternatif. Si on veut que l'entreprise soit là encore dans 30 ans, si vous voulez développer votre profit à 18 mois, bah, pas besoin de faire ça, hein.
Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur l'engagement des jeunes et donc le fait qu'ils ne veulent pas travailler n'importe où? Une partie croissante des jeunes des générations qui ont 25 à 35 ans aujourd'hui ne veulent plus travailler pour des boîtes pourries. Enfin, je vous le dis de façon un peu lapidaire, mais une boîte pourrie, c'est une boîte qui prend pas en considération la planète et les hommes, et qui ne prend en considération que la génération du profit pour l'actionnaire. Ok. Donc, c'est pour ça que je vous dis, en 2050, l'école de Chicago, elle est morte. Elle est morte parce que les talents n'intégreront plus ces entreprises. Et ça se voit aujourd'hui. Ce que vous avez de plus précieux dans votre vie, c'est votre temps, c'est votre énergie. Bon. Et on passe entre 7 et 10 heures par jour au boulot. Aujourd'hui, les jeunes se disent, ben, oui, je cherche à construire une carrière, j'ai besoin de gagner de l'argent, ok, mais plus à n'importe quel prix. Voilà. Donc, je fais le choix d'entreprise que je considère respectueux de ses collaborateurs et responsable à l'égard de la planète et des écosystèmes. Alors, nous, on a choisi les pauvres et la précarité. Il y a plein d'autres options. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi on a choisi la précarité alimentaire? Parce que de par notre métier, on est très proche de cet écosystème des produits alimentaires. Donc, ça paraissait logique, vous voyez. On va revenir maintenant sur le fait que vous avez créé une entreprise engagée. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça change quelque chose dans la qualité des relations? Est-ce qu'il y a une meilleure ambiance? Est-ce que cette ambiance, elle se fait au détriment même d'une exigence? C'est pas parce que l'entreprise est engagée qu'elle n'est pas exigeante vis-à-vis de ses collaborateurs, hein. Et j'ai un peu envie de dire, puisque je vous disais, l'entreprise, elle donne pas, elle partage. Et on partage ce qu'on a. Ok. Donc, il y a un moment, ouais, il y a une exigence parce qu'il faut que les équipes délivrent le plan de croissance. Ok. Et c'est une fois que vous délivrez le plan de croissance que vous pouvez partager. Sinon, s'il n'y a rien à partager, vous ne pouvez rien donner, entre guillemets. Bon. Cette notion d'exigence, il faut se dire qu'elle n'est pas antinomique avec la notion d'engagement. Parce que très souvent, voilà, les boîtes engagées, il y a un baby-foot au milieu, les mecs, c'est à la cool, à 5 heures, tout le monde part à la piscine. Bon, non, c'est pas ça, hein. Ça marche pas. En tout cas, pas longtemps. Et donc, l'exigence, ça fait que ouais, c'est parfois dur. Voilà, les équipes sont challengées, sont remises en cause. Il y a des gens qu'on essaie de développer, puis à un moment, on n'y arrive pas, donc on se sépare d'eux. Oui. Deuxièmement, on parle pas que de la masse de marge et du profit. Il y a d'autres sujets qui sont au cœur des préoccupations dans le COMEX, dans les réunions de l'entreprise, voilà. On sait que l'entreprise a fait autre chose et elle est engagée sur autre chose. Donc voilà, je pense que c'est équilibrant. Eh bien, c'est la fin. Donc avant de se quitter, est-ce que vous auriez un dernier message à passer? Si j'ai un dernier message à passer, c'est si vous avez une aspiration de pérennité pour l'entreprise dont vous êtes les actionnaires, il faut piloter d'urgence les entreprises différemment. Parce que je pense qu'il y aura une bascule violente. Il va se passer un truc improbable, bientôt, je ne sais pas quoi, mais qui va nous conduire tous d'urgence à réviser les modèles. Parce qu'on ne peut pas durablement rester dans ce modèle extractiviste, producteur d'inégalités et massivement émissif. Anticiper l'improbable et anticiper en prenant en considération ces enjeux d'engagement qui, pour moi, sont le seul gage de pérennité d'une entreprise et d'une organisation. Si vous êtes animé par autre chose, eh ben, il faut faire différemment. Merci Rémi Gérin pour ce témoignage. Il y a donc visiblement une autre façon de vivre le capitalisme, concrètement au cœur des entreprises. Voilà donc un exemple à suivre. Auditeur, quant à toi, nous te remercions de ton écoute. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi. Et pour suivre nos actus, ou juste t'abonner à notre newsletter mensuelle, on te donne rendez-vous sur www.ecologihumaine.eu. À très bientôt!